Qu'avez-vous entendu à l'instant ? C'était le son d'une assiette ancienne de ma collection, estimée à 10 000 $. C'était la 5e égratignure cette semaine. Sarah Benz, 10 ans. La fille du multimilliardaire avait une réputation. Elle avait poussé des tuteurs militaires endurcis aux larmes et fait fuir des psychologues de la Ivy League. Elle était un ouragan dans une robe Chanel, un problème qu'aucune somme d'argent ne pouvait résoudre. La presse la surnommait l'héritière incontrôlable. Son père, Alistair Benz, était à bout de patience. Il avait tout essayé. Sauf elle. Une serveuse de 23 ans nommée Clara Hara Jenkins, qui avait 2 mois de retard sur son loyer et ne connaissait pas la différence entre la porcelaine et la mélamine. Et elle était prête à faire la seule chose que personne d'autre n'avait osé faire. Elle était prête à dire non. Le Cornerstone Bistro n'était pas le genre d'endroit décrit dans les magazines de luxe, mais il avait sa propre dignité tranquille. Situé suffisamment loin de la 5e avenue pour être abordable, il servait des avocats en pause déjeuner et des artistes qui sirotaient un seul café pendant des heures. Clara Hara Jenkins les connaissait tous. À 23 ans, elle se déplaçait avec une efficacité qui frisait la grâce, mais son esprit était souvent ailleurs, calculant les intérêts de ses prêts étudiants ou disséquant une théorie d'un manuel de psychologie qu'elle gardait sous le comptoir. Clara était une observatrice. Elle voyait le tremblement dans la main d'un homme d'affaires avant qu'il ne commande un double expresso, le regard fatigué d'une jeune mère avant qu'elle ne demande l'addition. Sa vie était une étude de chaos contrôlé. 2 emplois, des cours du soir au Hunter College et un appartement qu'elle partageait avec 2 autres filles comme elle. Elle était fatiguée, mais pas brisée. Le nom d'Alistair Benz était de ceux qu'elle ne connaissait que par les couvertures de Forbes et du Wall Street Journal. Il était le roi de Silicon Alley, l'homme qui avait bâti B-Industries à partir d'un algorithme dans un garage pour en faire un empire technologique mondial. Il était aussi connu pour être devenu un reclus depuis que sa femme, Isabella, avait péri dans un tragique accident d'équitation 2 ans auparavant. Mais le nom de Sarah Benz était connu dans un autre cercle, plus triste, celui du personnel désespéré de l'élite new-yorkaise. La fille, elle était une légende. Renvoyée de l'académie Pembroke pour avoir déclenché l'alarme incendie avec un laser puissant. Elle avait fait renvoyer 12 membres du personnel, dont un chef étoilé au Michelin, en affirmant qu'il empoisonnait pour l'air. Elle avait 10 ans et comptait plus de victoires confirmées contre l'autorité que n'importe quel dictateur de pacotille. Clara Hara savait tout cela parce que M. Henderson, un client régulier qui dirigeait une agence de placement de nounous haut de gamme, s'asseyait souvent à son comptoir, sirotant un scotch et se lamentant de son incapacité à pourvoir le poste du penthouse des Benz. « Une petite vipère, Clara Hara, marmonnait-il la semaine dernière. Intelligente comme tout, mais du pur venin. Ils offrent un demi-million par an. Personne ne veut le poste. Plus maintenant. » C'était un mardi pluvieux. Le café était à moitié vide quand la cloche de la porte tinta. Un homme en costume noir simple mais impeccablement coupé entra. Il était suivi d'une petite fille qui semblait vibrer d'une énergie furieuse. Clara le reconnut instantanément. Alistair Benz ne ressemblait pas à un roi, mais à un homme pris en otage. Ses yeux, célèbres pour leur intensité perçante dans les salles de conseil, étaient épuisés. La fille affectait un contraste frappant. Ses cheveux sombres étaient tirés en une queue de cheval stricte et elle portait un uniforme d'école privée que Clara reconnut comme celui de la prestigieuse école d'Alton. Apparemment, elle avait déjà atterri quelque part de nouveau. « Une table pour 2, dit Alistair. Sa voix était basse. « Bien sûr, monsieur, par ici, dit Clara Hara, les conduisant vers une banquette d'angle. À l'instant où ils se sont assis, le spectacle commença. « Cet endroit est humide, annonça Sarah. Sa voix était forte et claire. « Non, Sarah, soupira Alistair sans même lever les yeux. « Si, c'est humide, insista-t-elle. « Je le sens. C'est dégoûtant. Et cette lumière, dit-elle en désignant le luminaire au-dessus. Elle grésille. Ça me donne mal à la tête. Je ne peux pas manger ici. Sarah, s'il te plaît, juste 20 minutes. Non, et cette eau, dit-elle en soulevant le verre que Clara Hara venait de verser. Elle a un goût de métal. Tu essaies de m'empoisonner ? Clara observait, non pas avec irritation, mais avec une étrange fascination clinique. Ce n'était pas une crise de colère, c'était un script. C'était une campagne de contrôle structurée et délibérée. La fille n'était pas en colère, elle travaillait. « Puis-je vous apporter de l'eau en bouteille, mademoiselle ?» proposa calmement Clara Hara. Sarah plissa les yeux, déconcertée par l'absence de réaction. « Je ne veux pas d'eau en bouteille. Je veux l'eau qu'ils ont au Penthouse, celle de la source norvégienne. Ça, c'est juste du robinet. » « C'est exact, approuva Clara Hara sans se laisser provoquer. C'est la meilleure eau de New York, filtrée 2 fois.
Alistair leva les yeux, surpris. Clara soutint son regard une seconde, puis se tourna vers sa fille. « Je m'appelle Clara. Je vais m'occuper de vous. Puis-je vous apporter un autre verre de notre meilleure eau du robinet ?» Sarah la dévisagea. L'air crépitait. C'était le moment où les nounous étaient censés fondre en larmes, où les gérants accourirent en s'excusant. Clara Hara se tenait simplement là, son carnet à la main, patiente comme la pierre. « commença Sarah en baissant la voix. « Je veux un sandwich au fromage grillé, mais je le veux sur du pain aux 9 céréales, pas du blanc. Je veux que le fromage soit un gruyère jeune, pas un gruyère vieux, et les croûtes coupées en carrés, pas en triangles. Si t'es le moins du monde trop grillé, je le renvoie. »« D'accord, dit Clara en prenant note. Pain aux 9 céréales. Gruyère jeune. Croûtes coupées en carrés, pas trop grillées, compris. Et pour vous, monsieur ?» Alistair Benz regarda Clara Hara comme s'il voyait un fantôme. « Juste un café noir. » Tout de suite. Clara Hara s'éloigna. Elle sentait les yeux de la fille dans son dos. 10 minutes plus tard, elle revint. Elle posa le café devant Alistair et l'assiette devant Sarah. C'était parfait. Du pain aux 9 céréales, légèrement doré, avec 4 carrés parfaits de fromage jaune pâle. Sarah l'inspecta, en prit un, le sentit, le retourna, le reposa. Puis, d'un mouvement soudain et violent, elle balaya la table de sa main, envoyant l'assiette, le sandwich et le verre d'eau plein s'écraser sur le sol. Le café devint silencieux. « Il était trop grillé !» cria Sarah. Son visage était pâle. Alistair Benz s'effondra sur sa chaise. Défaite totale. Il prit sa tête dans ses mains. « Je suis tellement désolé » murmura-t-il vers le sol. Clara ne regarda pas Alistair. Elle ne regarda pas l'assiette brisée. Elle regarda droit vers Sarah. Clara sentit les yeux de tout le restaurant sur elle. Elle vit son gérant, Dave, sortir de la cuisine en trombe, furieux. Son visage était un nuage d'orage. C'était fini. C'était le moment où elle allait être renvoyée à cause de la crise d'une enfant gâtée. « Monsieur Benz, je dois… » commença Dave. Mais Clara Hara leva la main. Un petit geste qui, d'une manière ou d'une autre, le stoppa net. Elle s'accroupit, attrapant une liasse de serviettes à une station proche. Elle ne commença pas à nettoyer le gros désordre évident. Elle ramassa une croûte de pain détrempée sur le sol, la regarda, puis regarda Sarah. Alistair sortait déjà son portefeuille. Une épaisse carte Amex noire glissait en vue. « Je paie pour tout. Pour l'assiette, pour la nourriture. Je paie la nourriture de tout le monde. Je suis vraiment désolé. »« Il était trop grillé, » répéta Sarah, mais sa voix était plus basse. Maintenant que l'explosion était terminée, il ne restait que les retombées du silence. Clara Hara ignora la carte de crédit, ignora le gérant, tenant la croûte détrempée. « Tu as raison, dit Clara Hara. » Sa voix était basse, mais résonnait dans la pièce silencieuse. « Ce côté est un peu plus foncé que l'autre. Mon erreur. J'aurais dû vérifier. » La tête de Sarah se releva brusquement. Elle en resta bouche bée. De toutes les réactions possibles, crier, pleurer, apaiser, menacer, le simple accord factuel était quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré. « Mais j'ai une question, » continua Clara Hara, s'agenouillant pour être au niveau des yeux de la fille. « C'était un 10 sur 10 ou juste un 7 ? L'assiette a bien volé, mais l'éclaboussure d'eau était un peu brouillonne, pas très contenue. » La tête d'Alistair se releva de ses mains. Dave, le gérant, avait l'air d'avoir eu un court-circuit cérébral. Sarah était sans voix. Elle se contentait de regarder. « Je dis juste, » dit Clara Hara en commençant à ramasser les morceaux de céramique brisés. « Si tu comptes faire une scène, elle doit être épique. C'était, bien, un peu dérivé du cliché du renversement de table. Tu as l'air intelligente. Je parie que tu pourrais trouver quelque chose de plus original. » Un petit sourire presque invisible joua sur les lèvres de Sarah avant qu'elle ne l'efface. « Tais-toi, marmonna-t-elle. »« Sérieusement » dit Clara Hara en se relevant. « Toute cette énergie pourquoi ? Un sol mouillé, c'est pathétique. Alors tu as encore faim ou c'était juste de la performance artistique ? Je n'ai pas faim. D'accord. Alors tu vas devoir rester assise ici pendant que ton père boit son café, qui au fait refroidit. » Clara Hara nettoya calmement le désordre, apporta un café frais à Alistair et un nouveau verre d'eau à Sarah. Elle ne s'excusa pas, ne la chouchouta pas, elle existait simplement. Pour la première fois, Sarah Benz était silencieuse. Elle ne se plaignit pas de la lumière, ne tapa pas du pied, elle resta simplement assise là, regardant Clara nettoyer le coin. Son expression était profonde et perplexe. Alistair but son café, paya l'addition qui incluait un pourboire généreux mais pas excessif pour l'assiette cassée, et se leva. « Merci, dit-il à Clara Hara. » Sa voix était rauque. « C'est mon travail, dit-elle. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, Sarah regarda par-dessus son épaule. Leurs regards se croisèrent. Clara Hara lui fit un petit haussement d'épaule insouciant. «
Sarah ne sourit pas, mais elle ne fronça pas les sourcils non plus, elle se contenta de regarder. 1 heure plus tard, alors que Clara Hara terminait son service, Dave l'appela dans son bureau. « Je ne sais pas ce que c'était, Jenkins, dit-il en se frottant les tempes. Mais mon cœur ne peut pas supporter ça. Ne refais plus jamais ça. Faire quoi ? Peu importe, tiens. » Il lui tendit une note. L'assistant personnel d'Alistair Benz a appelé. « Vous voulez que j'appelle ce numéro ?» Il a dit que c'était urgent. Clara regarda le papier. Ce n'était pas juste un numéro de téléphone, c'était une convocation. Elle sentit un puits froid de peur dans son estomac. Soit elle allait se faire poursuivre en justice, soit on allait lui offrir quelque chose qu'elle ne pourrait pas gérer. Elle n'était pas sûre de ce qui était le pire. Ce soir-là, depuis son appartement exigu, elle passa l'appel. « Miss Jenkins, Monsieur Benz aimerait vous voir. Sa voiture sera devant votre immeuble dans 1 heure. » Ce n'était pas une question. 1 heure plus tard, une Mercedes classe S noire étincelante, du genre qui murmurait la vieille richesse tranquille, se gara devant son trottoir. En montant, elle eut l'impression d'entrer dans une autre dimension. La voiture s'éloigna, se dirigeant vers le centre-ville, vers le parc, vers le type de richesse qui n'achetait pas seulement des choses, mais des gens. Le bâtiment de B Industries était un éclat de verre et d'acier perçant l'horizon de Midtown. Clara Hara fut conduite directement à un ascenseur privé qui s'ouvrit non pas sur une réception, mais sur le bureau penthouse d'Alistair Benz. La pièce était immense, avec des baies vitrées offrant une vue sur Central Park qui ressemblait à un tapis rectangulaire sombre de cette hauteur. L'espace était minimaliste et froid, décoré d'œuvres d'art qui étaient probablement inestimables mais semblaient impersonnelles. Alistair Benz se tenait près de la fenêtre. Il ne ressemblait pas à l'homme vaincu du café. Ici, entouré de son pouvoir, il était formidable. « Miss Jenkins, merci d'être venue. Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix, dit Clara Hara avec un léger sourire. Non, je suppose que non. Asseyez-vous, je vous en prie. Clara Hara s'assit sur un canapé en cuir qui valait probablement plus que son salaire annuel. Je vais être direct, dit Alistair en se tournant vers elle. Ce que j'ai vu aujourd'hui, personne n'a jamais fait ça. Vous ne l'avez pas apaisé, vous ne lui avez pas crié dessus et vous n'avez pas craqué. Vous avez juste fait votre travail. Je n'ai rien fait de spécial. Vous l'avez vu. Tout le monde voit un monstre ou un chèque. Vous avez vu autre chose ? Quoi ? Clara Hara réfléchit 1 minute. J'ai vu une fille qui était vraiment douée dans son travail, et son travail c'est de faire partir tout le monde. Alistair hocha lentement la tête. Elle est très douée pour ça. Elle a épuisé 7 nounous en 6 mois. 3 thérapeutes comportementaux spécialisés. Pembroke, Dalton, elle est sur le point d'être à nouveau renvoyée. Je suis à bout. Je suis un homme qui peut résoudre des problèmes logistiques à milliards de dollars, mais je ne peux pas atteindre ma propre fille. La vulnérabilité était plus revenue, plus puissante dans ce décor de pouvoir immense. Monsieur Bantz, je suis serveuse. J'étudie la psychologie, mais je ne suis pas qualifié pour ça. Les gens qualifiés ont tous échoué, dit-il en se dirigeant vers son bureau. Ils viennent avec leurs diplômes et leurs méthodes, et elle les dévore. Ils ont peur d'elle ou ils ont peur de moi. Vous n'aviez peur ni de l'un ni de l'autre. Il se retourna. Je veux vous engager, Miss Jenkins. Pas comme nounou, pas comme tutrice, comme compagne, assistante. Je ne sais pas comment appeler ça. Je veux que vous passiez du temps avec elle après l'école, les week-ends. Faites ce que vous avez fait aujourd'hui. Quoi que ce soit, faites-le. La tête de Clara Hara se mit à tourner. Je ne peux pas. J'ai mon travail, j'ai l'école. Je vous paierai, dit Alistair. 400 000 $ par an. Clara retint son souffle. C'était un chiffre tellement énorme, c'était abstrait, c'était la liberté, c'était la fin des dettes, la fin de la peur. De plus, continua-t-il, je couvrirai l'intégralité de vos frais de scolarité pour vos programmes, master et doctorat, dans l'université de votre choix, Columbia, Yale, n'importe où. Elle rêvait. Ce n'était pas réel. Pourquoi moi ? Murmura-t-elle. Parce que vous êtes la première personne à la regarder sans mépris depuis 2 ans. Parce que vous l'avez traitée de pathétique. On entendait de la musique, quelqu'un jouant avec hésitation un passage complexe d'une étude de Chopin. La personne trébuchait, jurait à voix basse et recommençait. Clara Hara poussa la porte. La pièce était sombre, clairement inutilisée et couverte de draps poussiéreux. Tout était couvert, sauf un magnifique piano à queue brillant, et assise devant, il y avait Sarah. Elle ne se contentait pas de jouer, elle attaquait les touches. Son petit visage était plissé dans une concentration si féroce qu'elle en était presque douloureuse. La musique était belle, mais pleine d'une colère désespérée et solitaire. Elle buta sur un accord, frappa les touches de ses poings et vit Clara dans le reflet. « Sors !» cria-t-elle en refermant le couvercle du piano. « C'est Clara, Sarah, c'était… » À bout de souffle.
Incroyable, Sarah. Je ne savais pas. J'ai dit sors. Tu n'as pas le droit d'être ici. Personne n'a le droit. Sarah tremblait. Ses yeux écarquillés exprimaient la panique et la fureur. Sarah, tout va bien. Sors, c'est tout. Sors. Elle attrapa un métronome sur le piano et le lança sur Clara. Clara se baissa. Le métronome s'écrasa contre le montant de la porte. D'accord, dit doucement Clara en se retirant de la pièce. Je sors, désolé. Elle ferma la porte, le cœur battant. Ce n'était pas la fille calculatrice et manipulatrice du café. C'était quelqu'un de brut et d'effrayé. Elle était tombée sur le cœur de la forteresse, la seule pièce qui n'était pas défendue. Elle descendit l'escalier et croisa Alistair qui rentrait juste chez lui. « Monsieur Bansey, j'ai besoin de vous parler. »« Qu'est-ce qui se passe ? Elle a cassé quelque chose ?» Elle jouait du piano dans une pièce au 2e étage. Quand elle m'a vue, elle a paniqué comme si elle avait été découverte en train de révéler un secret d'État. Le visage d'Alistair Banks devint blanc. Il vacilla visiblement, posant une main sur le mur pour garder l'équilibre. « La salle de musique », murmura-t-il. Elle n'y est pas allée depuis. C'était la chambre de sa mère. Quoi ? Isabella, ma femme, était concertiste. C'était sa chambre. Je l'ai fermée à clé après sa mort. Je ne savais pas qu'elle avait une clé. Elle n'a pas seulement une clé, dit Clara tout s'assemblant. Elle s'exerce. Elle est belle et brillante, Alistair, mais elle souffre énormément. Et cette pièce, c'est là que tout cela vit. Alistair regarda Clara. Ses yeux étaient pansernés. Je pensais la protéger en la fermant, en allant de l'avant. Pendant tout ce temps, elle était là-haut, seule. La découverte de la salle de musique changea la dynamique. Alistair, secoué, donna à Clara une permission explicite d'intervenir auprès de Sarah, mais Sarah se replia. Elle refusa de sortir de sa chambre, prétextant être malade. Les murs de la forteresse étaient des revenus, plus épais que jamais. Ce fut Geneviève Benz qui vit cette fissure comme une opportunité. Elle arriva au Penthouse sans prévenir 3 jours plus tard, soi-disant pour un dîner de famille auquel Alistair avait été contraint d'accepter. Clara était dans la cuisine, essayant de convaincre Sarah de manger au moins un peu de soupe, quand Geneviève entra. « Tiens. » La faiseuse de miracles, réduite à une livreuse, railla Geneviève en prenant une pomme dans un bol. « Je montais juste ceci à Sarah, mademoiselle, dit Clara d'un ton neutre. Ne t'en fais pas, elle ne le mangera pas. Elle sait que tu es une imposture. » Geneviève polissait la pomme sur la manche de sa blouse en soie. « Tu sais, Alistair est très impressionné par toi. Il pense que tu fais des progrès, mais je sais ce qui se passe vraiment. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara, refusant de se laisser intimider. « Tu étais tombée sur la seule chose qui compte pour cette fille, la musique de sa mère. Un tour de passe-passe émotionnel, bon marché. Et maintenant que tu as été découverte, elle t'a fermé la porte au nez. Le jeu est terminé, ma chère. Tu n'es pas dans ta ligue. »« Je ne joue à aucun jeu. »« Oh, tout le monde joue, » répondit Geneviève. Sa voix était un faible ronronnement. « Tu joues, je joue, mon frère joue. La seule qui ne joue pas, c'est Sarah et elle en paie le prix. Tu penses l'aider. Tu n'es qu'une déception de plus sur une longue liste. Tu vas prendre l'argent de mon frère, tu vas échouer et tu partiras comme toutes les autres. » Clara sentit une bouffée de colère. « C'est ce que vous voulez ? Qu'elle soit seule ?» Les yeux de Geneviève devinrent glaciales. « Ce que je veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour ma nièce. Et c'est la stabilité, pas une étudiante temporaire et émotionnellement instable. » Elle prit une bouchée délicate de la pomme. Alistair est trop aveuglé par le chagrin et la culpabilité pour le voir. Il doit céder la garde à quelqu'un qui peut la gérer, quelqu'un qui la comprend. « Vous, » réalisa Clara. « Bien sûr, je suis sa famille. Maintenant, va avec ton petit plateau, mais sache ceci. Je t'observe. Et quand tu échoueras, et tu échoueras, je serai là pour ramasser les morceaux. » La menace était claire. Geneviève n'était pas seulement une tante inquiète, elle était un prédateur, tournant en rond, attendant qu'Alistair échoue pour qu'elle puisse prendre le contrôle de sa fille. Et, Clara le suspectait, du fond en fiducie massif qui lui était attaché. Clara partit, sa détermination était peu renforcée. Il ne s'agissait plus seulement d'une fille à problème, il s'agissait de la protéger. Elle frappa à la porte de Sarah. « Sarah, c'est moi, Clara. Je laisse la soupe ici. Ta tante est là, alors je comprends si tu veux te cacher. Elle est terrifiante. » Elle entendit un petit reniflement de l'intérieur. Clara s'assit, le dos contre le mur à côté de la porte. « Tu sais, dit-elle, elle pense que je vais échouer. Elle a probablement raison. » La porte s'entr'ouvrit. Sarah jeta un coup d'œil. « C'est une sorcière. » C'est le mot. Clara sourit. Elle m'a dit que je n'étais pas dans ma ligue. « Tu n'es pas dans ta ligue, dit Sarah, mais il n'y avait pas de venin. »« Je sais, mais voilà le truc. Je me fiche de l'argent de ton père. Si tu t'en souciais, ce serait bien. Je m'en soucie, c'est beaucoup d'argent. Mais je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là parce que je sais ce que c'est que d'être la fille à problème. » Sarah ouvrit complètement la porte.
Toi? Oh oui. Quand ma mère est partie, mon père a dû prendre 2 emplois. C'était moche, j'étais en colère tout le temps. Je me battais, je cassais des trucs, je voulais que tout le monde souffre autant que moi. Alors que s'est-il passé? Murmura Sarah. Ma voisine, Madame Petrova, une vieille dame russe qui sentait la naphtaline et l'ail, n'a pas essayé de me réparer. Elle s'est juste assise avec moi, m'a appris à jouer aux échecs. Et chaque fois que je faisais une crise, elle me regardait très calmement et disait: C'est un coup très bruyant, mais ce n'est pas un coup intelligent. Trouve le coup intelligent. Clara la regarda. Ta tante fait un coup très bruyant, mais tu es plus intelligente qu'elle. Alors, quel est le coup intelligent? Sarah regarda dans le couloir, d'où l'on pouvait entendre le rire aigu de Geneviève. Elle a dit à mon père que c'était moi qui avais demandé au chef de faire les vieux plats. Elle sait que je les déteste. Elle essaie de me faire passer pour difficile. C'est vrai? Oui, elle fait ça tout le temps. Elle suggère des choses au personnel. Oh, Sarah adore ce pull en cachemire qui gratte. Ou Sarah trouve les couleurs vives si stressantes. Puis, quand je pique ma crise, elle regarde mon père. Comme ça. Tu vois, regarde. Clara hocha la tête. Le réseau était plus complexe qu'elle ne le pensait. Geneviève ne sabotait pas seulement le personnel, elle sabotait activement Sarah, créant le comportement même qui, selon elle, l'inquiétait tant. Donc, le coup intelligent, dit Clara, c'est de ne pas piquer de crise. Descendons dîner. Je ne veux pas. Je sais, mais nous n'allons pas lui donner cette satisfaction. Et j'ai une idée. Clara et Sarah entrèrent dans la salle à manger. Alistair parut soulagé. Geneviève parut surprise. Sarah, ma chérie, tu te sens mieux? J'étais si inquiète, roucoula Geneviève. Je vais bien, tante Geneviève, dit Sarah en prenant sa place. Elle se servit le plat principal, c'était du canard. Oh, merveilleux, Geneviève. J'ai dit au chef que c'était ton plat préféré absolu, Sarah. Exactement comme ta mère le préparait. Alistair tressaillit. Mentionner Isabella à table était tabou. Sarah se figea. Clara vit la tempête monter, les poings serrés, la mâchoire tendue. C'était un piège. Si Sarah explosait, Geneviève gagnait. Clara capta le regard de Sarah, le coup intelligent. Sarah prit une profonde inspiration. Elle prit son couteau et sa fourchette. En fait, tante Geneviève, dit-elle, sa voix parfaitement égale. Maman ne cuisinait jamais de canard. Elle détestait ça. C'est toi qui le commandais toujours. Elle en prit une petite bouchée. Mais c'est acceptable. Le sourire de Geneviève se figea sur son visage. Alistair regarda de sa fille à sa sœur. Une lueur de compréhension naquit dans ses yeux. Clara cacha son sourire derrière sa serviette. La première étape était terminée. Mais alors que Geneviève observait Clara à travers la table, ses yeux n'étaient plus seulement méprisants. Ils étaient remplis d'une haine pure et calculatrice. Le jeu venait de commencer sérieusement. La petite victoire sur Geneviève acheta à Clara une nouvelle monnaie d'échange avec Sarah. La confiance. C'était fragile, mais c'était là. Sarah commença à parler. De rien de profond. Elle parlait de ses cours, d'un garçon stupide à l'école, d'une série de romans graphiques qu'elle adorait, appelés Les Chroniques d'Ethereum. Clara sortit et acheta le premier volume. « Tu lis ça » demanda Sarah, sceptique. « Oui, ce rebondissement avec le commandant Valeria. Je ne l'avais pas vu venir, dit Clara. » Un vrai sourire sincère fleurit sur le visage de Sarah. Il la transforma, la faisant ressembler l'espace d'une seconde à une fille normale de 10 ans. Le piano, cependant, restait l'éléphant dans la pièce. La porte de la salle de musique restait fermée. « Ton père, dit doucement Clara un après-midi, m'a dit que c'était la chambre de ta mère. » Le sourire de Sarah disparut. « Et alors, tu joues comme elle ?»« Je ne sais pas, dit Sarah en se détournant. Je ne suis pas aussi douée. »« Sarah, tu jouais du Chopin. Je suis presque sûre que ça compte comme être douée. Elle voulait que je sois parfaite. Je ne suis pas parfaite. » Sarah, Clara s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Qu'est-il arrivé à ta mère ?» Sarah se tendit. « Elle est tombée de cheval. C'était un accident, tout le monde le sait. »« Mais tu étais là, n'est-ce pas ?» demanda Clara, son intuition se formant. Sarah la regarda, le visage cendré. « Comment tu sais ça ? Ton père l'a mentionné. Ce n'était qu'une supposition. » Sarah se mit à trembler. On était aux écuries à Westchester. Elle voulait me montrer un nouveau seau. Un très grand. Je lui ai dit que je ne voulais pas regarder. J'ai dit... Une larme coula sur sa joue. J'ai dit que c'était ennuyeux. Je voulais rentrer à la maison et jouer à mon jeu vidéo. Les mots se déversaient tard d'elle maintenant. Elle avait l'air triste. Elle a dit « Juste un de plus, Sarah. Regarde juste celui-ci. » Je lui ai dit que je la détestais, que j'aimais plus son stupide cheval qu'elle. Oh, Sarah. Elle a ri, elle a dit « Je vais te prouver que tu as tort, petit monstre. » Et elle est allée vers le seau, et le cheval a trébuché. Elle est tombée et elle ne s'est pas relevée. Clara prit la fille dans ses bras, et Sarah ne se débattit pas.
Elle s'agrippa à Clara, son petit corps secoué par la force de 2 ans de chagrin refoulé. « Elle ne s'est jamais relevée, murmura-t-elle sur l'épaule de Clara. Et la dernière chose que je lui ai dite, c'est « Je te déteste ». Elle savait que tu ne le pensais pas, dit Clara. Sa propre voix était épaisse. Non, tu ne comprends pas. C'est de ma faute. Aux funérailles, tante Geneviève m'a dit... Elle m'a dit, le cœur de ton père s'est brisé. Il ne te pardonnera jamais ce que tu as dit. Le sang de Clara se glaça. Et mon père, il ne parle pas d'elle. Il a fermé sa chambre à clé. Il ne prononce même pas son nom. C'est parce qu'il m'en veut, il me déteste et il a raison. C'était ça. C'était le poison, la pourriture au centre de tout. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était une culpabilité toxique et profonde, plantée par Geneviève et laissée à suppurer dans le silence d'Alistair. « Elle t'a menti, Sarah, » dit Clara en s'écartant pour la regarder dans les yeux. « Geneviève est une menteuse. Mais ton père est un lâche. » « Tu ne peux pas dire ça. C'est la vérité, dit Clara en se levant. Il est tellement brisé par son propre chagrin qu'il ne peut pas voir le tien. Il est silencieux non pas parce qu'il t'en veut, il est silencieux parce qu'il pense que s'il ne prononce pas son nom, ça ne fera pas mal. Il a tort, et nous allons le lui dire. Non, je ne peux pas. Tu le peux. Je ne la laisserai pas gagner. Je ne la laisserai pas te faire ça. Clara attrapa son téléphone et appela Alistair. Tu dois rentrer à la maison, tout de suite. Je suis au milieu. Je me fiche que tu sois en train de négocier la paix au Moyen-Orient. Sarah a besoin de toi. Viens maintenant. Elle raccrocha. 25 minutes plus tard, Alistair Benz fit irruption dans le penthouse. Son visage était pâle de panique. « Qu'est-ce qui se passe ? Elle est blessée ? Qu'est-il arrivé ?» Il les trouva dans le salon. Sarah était assise sur le canapé. Son visage était rouge et bouffi par les larmes. Clara se tenait devant elle comme une sentinelle. « Qu'est-ce que c'est ?» exigea Alistair. « Elle doit te dire quelque chose, dit Clara, et tu dois écouter. » Alistair regarda sa fille. « Sarah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai... » Sarah bafouilla, regardant Clara qui hocha la tête. « Je l'ai tuée, murmura Sarah. Le visage d'Alistair s'effondra. « Quoi ? De quoi tu parles ? » Maman, Sarah sanglotait. « Je lui ai dit que je la détestais et elle laisse tomber. C'est de ma faute. Je sais que tu m'en veux. Tante Geneviève a dit que tu ne me pardonnerais jamais, que j'avais brisé ton cœur. Geneviève... » La voix d'Alistair était un murmure dangereux. Il s'agenouilla devant sa fille. « Sarah, regarde-moi. Qu'est-ce que Geneviève t'a dit ? Que tu ne me pardonnerais jamais, que j'avais brisé ton cœur. » Alistair laissa échapper un son d'une telle angoisse profonde que Clara dut détourner le regard. Il attira sa fille contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Oh mon Dieu, Sarah !»« Non, 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 c'était un accident. Un accident horrible et stupide. C'était ma faute. J'aurais dû être là. J'étais au bureau. Je ne t'ai jamais blâmé, pas une seule seconde. Mais tu as fermé sa chambre. Tu ne parles jamais d'elle. Parce que j'étais un idiot, dit-il. Sa voix se brisa. Je pensais te protéger. Je ne pouvais pas regarder ses affaires, écouter sa musique. C'était trop douloureux. J'ai été si stupide. Oh, Sarah, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Pour la première fois en 2 ans, le père et la fille n'étaient pas un milliardaire et son problème, mais juste une famille en deuil. Ils pleurèrent ensemble dans le salon froid et stérile, s'accrochant l'un à l'autre. Clara s'éclipsa doucement, leur laissant de l'espace. Elle alla à la cuisine et leur prépara du thé. Ses mains tremblaient C'était l'impossible. Il ne s'agissait pas d'horaire ou de discipline. Il s'agissait d'ouvrir une plaie. Plus tard cette nuit-là, Alistair trouva Clara. Ses yeux étaient bandes rouges, mais il semblait plus léger. « commença-t-il. Sa voix était épaisse. « Je n'ai pas les mots pour te remercier. »« Ne me remerciez pas, dit Clara. Ne vous arrêtez pas, c'est un début, elle a besoin de vous. »« Je sais. » Il fouilla dans sa poche. « Je veux que tu aies ça. » Il lui tendit une clé, une petite clé ornée en laiton. « C'est la clé de la salle de musique, dit-il. Je pense qu'il est temps qu'il y ait à nouveau de la musique dans cette maison. J'aimerais que tu l'ouvres. » Elle a déjà une clé, sourit Clara, mais celle-ci sera meilleure. Les semaines suivantes furent comme un printemps après un long hiver amer. Alistair, à l'insistance de Clara, commença à planifier du temps pour Sarah dans son calendrier et s'y tint. Ils dînèrent ensemble tous les soirs. Ils allaient au parc. Ils s'asseyaient même maladroitement et la regardaient de jouer aux chroniques d'Ethereum sur sa console. Et la salle de musique. La porte était maintenant toujours ouverte. Sarah et Clara y passaient pendant des heures. Clara, qui avait pris quelques leçons dans son enfance, jouait des mélodies simples et Sarah la corrigeait avec irritation. Ses doigts voléant sur les touches, montrant comment c'était fait.
Pour la première fois, Sarah enseignait à quelqu'un d'autre. Sa confiance s'épanouissait. Elle était toujours piquante, toujours sarcastique, mais le venin avait disparu. Alistair, observant depuis l'embrasure de la porte un soir, avait les larmes aux yeux. Il capta le regard de Clara et articula un simple « Et 300 poches. » Merci. Geneviève Benz était remarquablement absente. On lui avait poliment mais fermement retiré son invitation au Penthouse. Son silence était encore plus assourdissant que ses menaces. Une femme comme elle n'acceptait pas la défaite. Le couperet tomba un jeudi. Clara arriva au Penthouse pour trouver une atmosphère étrange et lourde. Le personnel était blotti dans la cuisine, chuchotant. « Que se passe-t-il » demanda Clara à Maria, la gouvernante en chef. Maria, une femme habituellement chaleureuse, ne put la regarder dans les yeux. « Monsieur Benz est dans son bureau, il veut vous voir, et mademoiselle Geneviève est avec lui. » Une peur froide saisit Clara. Elle se dirigea vers le bureau. La porte était ouverte. Alistair se tenait derrière son bureau. Son visage était un masque de pierre. Geneviève était assise dans un fauteuil en cuir, l'air compatissant. C'était l'expression la plus terrifiante que Clara ait jamais vue sur son visage. « Clara, entrez, dit Alistair. Sa voix était plate. « Que se passe-t-il ? Où est Sarah ?»« Elle est dans sa chambre, dit Geneviève. Sa voix dégoulinait de pitié. Elle est très bouleversée, comme vous pouvez l'imaginer. « Que s'est-il passé, demanda Clara. « Clara, dit Alistair, ce matin j'ai découvert que quelque chose avait disparu du coffre-fort de mon dressing. Un collier de diamants. Il appartenait à Isabella. » Le cœur de Clara s'arrêta. « C'était son préféré, ajouta Geneviève. Un collier Rivière de Cartier. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec moi. » Alistair avait l'air blessé. « Quand j'ai découvert qu'il avait disparu, j'ai interrogé le personnel. Personne, absolument personne n'avait rien vu. Mais Geneviève, elle a senti qu'elle devait vérifier quelque chose. « Je savais que vous aviez accès à la maison principale, ma chère, dit Geneviève. Vous n'êtes pas du personnel, après tout, vous allez et venez. J'avais juste un pressentiment. Alors j'ai regardé dans le placard à manteau, dans la poche de votre veste que vous avez laissée ici hier. » Elle sortit quelque chose et le posa sur le bureau d'Alistair. C'était un petit ticket en papier blanc. Un reçu de prêteur sur gage d'une boutique du Lower East Side. « Daté d'hier, dit Alistair. Sa voix était morte. Nous avons appelé la boutique. Ils ont le collier. Clara ne pouvait plus respirer. « Non, ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai rien pris. Alistair, vous devez me croire. » « Clara, dit-il, et la déception dans sa voix était un coup physique. « Alistair, c'est une fille très convaincante, dit Geneviève en se levant et en posant une main réconfortante sur le bras de son frère. Je sais que c'est un choc. Tu voulais croire en elle. Nous le voulions tous, mais elle vient d'un autre monde. La tentation. Ce collier vaut plus d'1 million de dollars. C'est compréhensible. Compréhensible. C'est vous qui avez fait ça. » La voix de Clara tremblait de colère. Geneviève recula. Sa main vola vers sa poitrine. « Oh, moi ? Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ? Pour vous débarrasser de moi ? Pour prouver à Alistair qu'il ne peut faire confiance à personne d'autre que vous ? Vous l'avez mis là ? » « Alistair, elle est hystérique, dit Geneviève. Sa voix était ferme. « C'est ce qu'ils font. Nier, projeter. C'est classique. Je pense que tu devrais appeler la police. » « La police ?» murmura Clara. La réalité s'effondrait. Vol, grand vol. « Alistair !» supplia Clara en se tournant vers lui. « Regardez-moi, vous me connaissez. Vous savez que je ne ferai pas ça. Sarah, nous faisions des progrès. Cela en faisait-il partie ? » La voix d'Alistair était froide. « Gagner notre confiance. Gagner la confiance de ma fille juste pour me voler ? Non, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment ce ticket est arrivé dans mon manteau, mais ce n'est pas moi qui l'y ai mis. Vous avez des caméras de sécurité ? Vérifiez-les. » « J'ai vérifié, dit Alistair. Sa voix était lourde de désespoir. La caméra de mon dressing était hors ligne, une erreur réseau. Elle n'a pas enregistré depuis 2 jours. » « Bien sûr que non. Geneviève avait été méticuleuse. » « Alistair, insista Geneviève, c'est douloureux, mais il faut le faire. Pour la sécurité de Sarah. Nous ne pouvons pas avoir une voleuse ordinaire dans cette maison. » Alistair regarda Clara. Son visage était le théâtre d'une bataille entre son instinct et les faits froids et durs. Il prit son téléphone. « Non, dit-il, je n'appellerai pas la police. » Il regarda Clara. « Vos services ne sont plus requis. S'il vous plaît, partez, rendez-moi les clés de la maison, je m'occuperai du collier. » Il la renvoyait. Il ne l'arrêtait pas, mais il la jetait dehors. « Il pense que c'est moi, pensa Clara. Son esprit était engourdi. Finalement, il pense que je suis une voleuse. » Des larmes coulaient sur son visage. Ce n'était pas à propos du travail ou de l'argent.
C'était la trahison. C'était le fait que Geneviève, après tout, avait gagné. D'accord, murmura Clara en sortant ses clés de son sac. Elle les posa sur le bureau. Je n'ai pas fait ça, et dites à Sarah. Dites-lui que je suis désolée. Elle se retourna et sortit du bureau, passa devant le personnel silencieux et observateur, et sortit du penthouse. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, et elle s'appuya contre le mur. Un sanglot dévastateur s'échappa d'elle. Clara passa le lendemain dans le brouillard. Elle était assise dans son petit appartement silencieux, se sentant vidée. Elle avait laissé tomber Sarah. Elle avait laissé cette vipère de Geneviève gagner. On sonna à sa porte avec insistance et colère. Elle l'ignora. On sonna de nouveau. Finalement, elle appuya sur l'interphone. « Partez. Ouvre la porte, idiote. Il fait froid. » C'était Sarah. Clara la fit monter. 1 minute plus tard, la fille était à sa porte, seule. Son visage était rouge de froid et de fureur. « Sarah, comment es-tu arrivée ici ? Tu devrais être à l'école. »« J'ai pris un taxi, » dit Sarah en la bousculant pour entrer. « Mon père est un idiot et ma tante est une menteuse. » Clara la regarda. « Tu ne penses pas que c'est moi ? » « Évidemment que non, » renifla Sarah. « Voler est un coup bruyant et stupide. C'est quelque chose qu'elle ferait. Elle pense que je suis juste une fille qui joue du piano. Elle a oublié que je suis la fille de mon père. »« Que veux-tu dire ?» Sarah jeta son sac à dos et sortit un ordinateur portable. « Elle a oublié que je m'y connais aussi en code. J'ai installé mes propres caméras nounou il y a des mois pour espionner le personnel. Tante Geneviève a été assez maligne pour désactiver la caméra de sécurité principale, mais elle ne connaissait pas les miennes, et mes caméras téléchargent sur un cloud privé. » Ses doigts volèrent. « Regarde. » Elle tourna l'ordinateur portable. Clara regarda, son cœur battant. La première vidéo, datant d'il y a 2 jours, montrait Geneviève dans le bureau, utilisant son ordinateur portable pour désactiver la caméra de sécurité du dressing d'Alistair. La seconde de ce matin montrait le placard d'entrée. Elle montrait clairement Geneviève regardant par-dessus son épaule avant de glisser le ticket de prêteur sur gage blanc dans la poche de la veste de Clara. « Elle m'a piégée, » murmura Clara. « Oui, » dit Sarah. Sa voix était froide. « Et maintenant, nous allons faire le coup intelligent. » 1 heure plus tard, Alistair fit irruption dans l'appartement de Clara. Son visage était pâle de colère. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Regarde, » ordonna Sarah en tournant l'ordinateur portable. Alistair regarda. Il vit la trahison calculée de sa sœur. Il vit le coup monter. Son visage passa de la confusion à une fureur glaciale qui était terrifiante à voir. Il ne parla pas pendant 1 minute entière. « Le coup intelligent, papa, » murmura Sarah. Alistair hocha lentement la tête. Le coup intelligent. Cette nuit-là, Geneviève arriva au penthouse, s'attendant à trouver un Alistair brisé. Au lieu de cela, elle trouva Alistair, Sarah et Clara l'attendant dans le salon. « Alistair quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» bafouilla Geneviève. « Elle est témoin, Geneviève, » dit Alistair. Sa voix était dangereusement calme. « Témoin de quoi ? Tu dois appeler la police. Cette fille est une criminelle. »« Tu as raison, je devrais appeler la police, » dit Alistair en tenant la tablette de Sarah. « Mais je pense que je vais d'abord leur montrer ça. » Il appuya sur « Play ». Le visage de Geneviève s'effondra. La lumière quitta son visage alors qu'elle regardait ses propres crimes se jouer. « J'ai fait ça pour la famille, » murmura-t-elle. Une dernière tentative désespérée. Pour protéger Sarah d'elle. « Tu as fait ça pour son fonds en fiducie, » dit Alistair. Sa voix était d'acier. « Tu as empoisonné ma fille avec la culpabilité et essayé de piéger une femme innocente. Sors. »« Alistair, s'il te plaît, je suis ta sœur. Tu étais ma sœur. Sors de ma maison. Mes avocats te contacteront. Si jamais tu essaies de me contacter ou de contacter ma fille, à nouveau, je transmettrai ces vidéos au procureur et je t'enterrerai. » Geneviève, vidée et vaincue, se retourna et s'enfuit. La porte se ferma, laissant un profond silence. Alistair se tourna vers Clara. Son visage était marqué par la honte. « Clara, les mots « je suis désolé » ne suffisent pas. Ce que j'ai fait, t'accuser, est impardonnable. »« Ne vous inquiétez pas pour moi, » dit Clara en regardant doucement Sarah. « Ne vous arrêtez pas. Ce n'était qu'un début. Elle a besoin de vous. » Alistair regarda sa fille, qui les avait sauvés tous les deux. « Je sais. » Il prit une profonde inspiration. « Je lance une nouvelle fondation au nom de ma femme, le projet Isabella Benz. Il financera des programmes de musique et d'art pour les enfants à risque, le genre d'enfants qui se comportent peu mal parce qu'ils souffrent. » Il rencontra le regard de Clara. « J'ai besoin de quelqu'un pour la diriger, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui connaît la différence entre un coup bruyant et un coup intelligent. Le poste est à vous, Clara, si vous le voulez. »
Clara le regarda, puis regarda Sarah, qui essayait de ne pas sourire. Elle sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. « Oui, dit-elle, j'accepte. » 6 mois plus tard, Clara entra dans le penthouse. Elle n'était plus une serveuse, mais une étudiante en master à plein temps et la directrice exécutive de la fondation. Elle suivit le son de la musique jusqu'à la pièce dont la porte était ouverte. Alistair était assis au piano, jouant maladroitement une ligne de basse. À côté de lui, les doigts de Sarah dansaient sur les touches, jouant une mélodie complexe et magnifique. Ils jouaient un duo. C'était désordonné, plein d'erreurs et absolument parfait. Alistair la vit et sourit. Sarah leva les yeux au ciel, mais souriait aussi. « Tu es en retard, lança-t-elle. « Et tu fais une fausse note, papa, encore !» Clara s'appuya contre l'embrasure de la porte, les regardant, et sut que l'impossible s'était déjà produit. On dit que l'argent ne peut pas résoudre les problèmes, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'argent ne pouvait pas guérir le chagrin de Sarah et ne pouvait pas acheter à Alistair un lien avec sa fille. Mais c'est une serveuse, Clara Jenkins, qui leur a montré que la monnaie la plus précieuse n'est pas du tout l'argent. C'est l'empathie, c'est le courage de voir la personne derrière le problème et de poser les bonnes questions. Geneviève était motivée par l'avidité, mais Clara était motivée par la compréhension. Elle n'a pas seulement géré la fille du milliardaire, elle a guéri une famille brisée, y compris elle-même. Que pensez-vous, Clara a-t-elle eu raison d'accepter ce travail, ou était-ce trop dangereux? Et qu'auriez-vous fait si vous aviez été piégé de cette façon? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires sur la gentillesse réelle, le karma et les incroyables retournements de situation. À la prochaine fois.